Salut tout le monde et bienvenue dans Mode éclairé, épisode numéro 2. Alors après avoir exploré les secrets d'un atelier de couture en plein cœur de Paris, on part sur un tout autre sujet. On va évoquer la santé mentale des mannequins. Alors je vous apprends rien si je vous dis que l'importance de l'apparence et la pression de l'image, c'est le quotidien des mannequins. On va donc aller à la rencontre de Mégane Lemiel. Mégane, elle est mannequin et psychologue. Qui de mieux pour les comprendre? Elle va nous parler de son parcours, de son expertise et peut-être nous expliquer pourquoi il y a si peu d'évolution sur ce sujet. Mégane, je suis contente de te revoir parce qu'on avait déjà collaboré ensemble dans le passé et puis d'aborder ce sujet avec toi parce que quand j'ai sondé dans mon entourage en expliquant que j'allais aborder le sujet de la santé mentale des mannequins dans une interview, tout le monde m'a dit c'est hyper intéressant et on n'a pas assez d'informations là-dessus. Donc c'est super de te recevoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même que tu nous reparles un petit peu de ton parcours puisque tu es mannequin, tu as commencé jeune, tu as voyagé aussi pas mal avant de devenir psychologue. Effectivement, j'ai commencé le mannequinat assez jeune et finalement l'âge normal pour les mannequins, vers 15-16 ans. C'était pas du tout un truc que j'avais envie de faire, mais je l'ai fait pour prendre confiance en moi, entre guillemets. Et au final, j'ai fait un concours à Bordeaux et j'ai été prise dans les finalistes. On m'a dit, reviens l'an prochain si tu perds du poids. Donc le gros concours élite, ouais, qui est quand même une agence très très connue dans ce milieu. Et qui fait chaque année, je ne sais pas s'ils font toujours d'ailleurs, mais un petit concours pour recruter des nouvelles mannequins. Il était en 3 phases, donc il fallait défiler, regarder la photogénie à travers on se faisait prendre en photo. Et moi je me souviens, elle m'avait pris à part en me disant on aime beaucoup ton profil, mais il faut que tu perdes du poids. Moi j'avais 16 ans, je venais d'avoir mon corps de femme tout juste. Effectivement, j'avais des hanches, j'avais déjà de la poitrine et ça allait pas. Mais ça te dégoûte pas déjà du milieu ou au contraire tu te dis bon allez j'y vais parce que ce milieu fait rêver aussi, c'est ça? C'était plus un challenge. Je me suis dit, quoi, ils vont pas m'exclure du milieu, il faut que j'y arrive, il faut que j'arrive à perdre du poids. Et au final, les agences dans lesquelles je suis rentrée, qui étaient très bien et qui m'ont permis de bosser direct, elles ont accepté plus ou moins mon poids. Et donc, tu rentres après ces différents voyages, tu rentres à Paris, tu rentres en France en tout cas, et tu fais des études de psychologie, mais tu t'intéresses assez rapidement au corps de la femme en général. Ouais, c'est-à-dire que tout mon parcours de psycho, je me suis dit, il faut que ce soit utile aussi dans le mannequinat. Même si je suis encore dans le mannequinat, donc je suis à l'intérieur du système, je ne pouvais pas l'étudier sans que ce soit biaisé, mais au moins commencer à m'intéresser à ce sujet-là. Donc j'ai beaucoup lu Bruce Schweizer qui s'est intéressé à l'image du corps. J'ai fait des stages avec les sportifs aussi, parce que pour moi il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits entre les sportifs de haut niveau où il y a ce culte du corps et les mannequins. Et vu qu'on a beaucoup de data sur les sportifs, ça me permettait de faire un peu le lien. Quel est l'accompagnement psychologique que tu fais aujourd'hui pour ces femmes et ces hommes aussi, j'imagine? Peut-être qu'il y a aussi des hommes, on en parle moins, mais... Gros sujet les hommes, ouais. Ah oui. Alors première question, comment je les accompagne? Mais d'abord avec Hélène de Sims. On va voir un peu plus tard. Ouais, qui est juste incroyable. Pareil, en fait, qui est passionnée, engagée, qui a voulu faire quelque chose en se rendant compte qu'il y avait un gros vide au niveau de la prise en charge en santé mentale des mannequins, alors que c'est une population hyper vulnérable qui commence très jeune avec justement l'outil qui est le corps. C'est des personnes qui découvrent leur corps d'adulte et à qui on le cloisonne directement. Et on a fusionné un peu nos compétences, nos connaissances, notre expérience pour proposer des ateliers en groupe. Un groupe hyper safe où les personnes peuvent parler des thématiques. C'est toujours guidé par la confiance en soi, l'image du corps, la maternité, l'après-carrière, la reconversion, voilà, tout ça. Puis après, j'ai développé en libéral une pratique aussi en individuel où je suis des mannequins. On essaie de faire bouger les choses, mais c'est très difficile parce que les agences, parce que ça bloque. Ça serait génial s'il pouvait y avoir un vrai dialogue en disant nous, on vous propose de les accompagner en santé mentale et ce qui va faire que ça va être des mannequins plus performantes, puisque plus de confiance en elles, une identité un peu plus personnelle et pas seulement conforme au milieu, ça peut être génial, quoi. C'est très riche. Qu'est-ce que selon toi les agences ne font pas et pourraient faire de mieux pour améliorer le quotidien des mannequins? En fait, donc les agences ne sont pas les seuls responsables du mal-être des mannequins au travail, mais en fait, il y a une responsabilité qu'elles ont, c'est-à-dire que c'est les seuls interlocuteurs que les mannequins vont avoir au long de leur carrière, un peu stable, parce qu'après, il y a les directeurs de casting, il y a les équipes de shooting, de tournage, mais ça, c'est très fluctuant, alors que les agents, c'est un peu la base. C'est un peu qui voient d'une semaine à l'autre si c'est des mannequins en bonne santé ou pas. Et ils ont une part de responsabilité tellement énorme quand c'est des populations jeunes, mais ils n'ont pas le temps de s'en saisir parce qu'ils sont
C'est un métier d'urgence, un métier où il faut être... on n'a pas le temps de prendre en compte tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils pourraient faire? C'est se dire, nous, on n'a pas le temps, on n'a pas le pouvoir, on va s'appuyer d'autres personnes. On délègue, ouais. Et par contre, ça a un coût. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre ce coût-là, de proposer ne serait-ce qu'une cellule d'écoute ou quelque chose? Je sais que, pour quand même pas me dire, il y a le groupe Kering et LVMH qui ont fait une charte, justement, sur le bien-être au travail des mannequins. A priori, il y aurait des psychologues qui interviendraient pendant les défilés pour un petit peu sonder l'état mental des mannequins. Mais c'est très restreint. Et puis, est-ce qu'une mannequin ou un mannequin va se confier au moment du défilé, sachant qu'il est dans le rush? Donc là, pour le coup, c'est lui qui est en période intense. C'est peut-être le pire moment pour se confier, en fait. Se dire aussi que potentiellement, puisque il a été embauché par le groupe Kering LVMH, il va pouvoir répéter, donc pas du tout safe. Donc il y a une vraie promotion à faire sur le psychologue, qui est un lieu neutre et bienveillant. Il y a très peu d'études sur le sujet des mannequins et de la santé mentale. Moi, je retiens une étude en 2017, 62% des mannequins interrogés ont répondu qu'il leur était déjà arrivé d'être conseillés pour perdre du poids, par les agences bien sûr, ou d'adapter leurs proportions corporelles pour avoir du succès dans leur carrière. Quand on pense aux mannequins, quand on pense à la santé mentale des mannequins, on pense aux troubles alimentaires, donc l'anorexie, la boulimie, mais il n'y a pas que ça. Il y a souvent des comportements très excessifs dans d'autres sphères que l'alimentation, des troubles de construction de l'identité aussi. Ces jeunes adultes qui finalement se construisent en ayant du mal à s'affirmer, en ayant du mal à construire une identité en dehors du mannequinat. Donc par exemple, je vais dire un exemple, des personnes qui adorent s'habiller coloré et tout ça, sauf que le mannequinat veut quand même un cadre un peu plus strict, un peu plus... Bon, même si aujourd'hui on est moins là-dedans, mais c'est pour donner un exemple. Et elles vont avoir tendance, ces personnes-là, à se dire non, j'ai pas le droit de m'habiller en couleur, je vais m'habiller que comme ça parce que ça correspond à ce qu'on attend de moi. Donc une construction de l'identité où on efface complètement ce qu'on est. Et ça, on voit les effets à 30 ans, 35 ans de ces personnes-là qui ont vécu tout leur début d'adulte comme ça, qui ne savent plus ce qu'elles ont envie de faire en dehors du mannequinat, qui n'arrivent pas à se reconvertir, à penser, à exister en dehors du mannequinat. La contraception aussi, c'est un gros sujet, par exemple, parce que c'est des personnes qui ne vont pas forcément avoir de moyens de contraception, parce que ça peut faire grossir, parce que ça peut faire des boutons, parce que ça modifie les hormones. Et on n'en parle pas. C'est un non-sujet, pareil. Il n'y a aucune information qui est donnée par les agences sur ça. La mutuelle aussi, il y a plein de mannequins qui n'ont pas de mutuelle. Enfin voilà, tout est construit qu'autour du mannequinat et tout ce qui est autour qui peut leur faire du bien n'existe pas, n'est pas pris en compte. On sait qu'en 2016, il y avait eu la loi mannequin qui avait été mise en place, donc là où on était obligé d'indiquer si les photos étaient retouchées ou pas, notamment. J'ai l'impression qu'on fait 3 pas en avant et 2 pas en arrière, parce que c'est comme si on abordait les sujets, mais c'était de manière éphémère et qu'on revenait toujours à la même chose finalement. C'est pas ça la mode? Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ce milieu de la mode où tout est éphémère. Il y a eu à un moment le body positivisme washing, moi j'appelle washing parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de com là-dessus. On a eu l'impression que les choses changent et moi ce qui m'énervait c'est quand j'entendais les gens « Ah mais ça va mieux dans la mode maintenant ». Non, c'est terrible les mannequins de l'intérieur. Il y a une mannequin qui est venue en consultation et qui m'a dit « Mais en fait je suis dans un dilemme parce que maintenant qu'il y a le body positivisme, soit il faut que je maigrisse, soit il faut que je prenne du poids. » C'est ce que m'a dit mon agence. Mais d'être à son poids de forme, ce que voudrait le vrai body positivisme, c'est pas possible. Donc c'est que ça, et que ce soit par rapport aux couleurs de peau aussi, il y a des effets de mode, mais en fait derrière ça dure pas, et c'est toujours... il y a des choses terribles qui sont arrivées à des mannequins africaines, sous couvert qu'il fallait des mannequins avec des couleurs très noires, très sombres, mais en fait elles sont prises en agence dans des conditions terribles. Enfin, tout ça pour la mode, pour cette communication de on change, alors qu'en fait pas du tout. On a parlé des troubles alimentaires, mais il y a aussi d'autres grandes problématiques, ce sont les violences sexuelles sur les plateaux, sur les shootings. On parle beaucoup de ce sujet dans le milieu du cinéma, mais je pense que dans le milieu du mannequinat aussi, il y a un gros problème là-dessus. Comment est-ce que tu accompagnes aussi ces femmes qui viennent en se disant, j'imagine, voilà, j'ai vécu ça, mais j'ose pas en parler parce que sinon ma carrière s'arrête, etc. Moi, j'ai pas les compétences juridiques, donc je me fais épauler par des avocats qui sont géniaux. Il y a l'association Modello, qui est géniale pour ça aussi, qui fait un travail formidable sur plein de questions dans le mannequinat. Et déjà, c'est de reconnaître la parole.
il y a un gros travail souvent c'est tellement banalisé dans le mannequinat les actes de violence sexuelle que c'est juste de dire mais non mais ça c'était pas normal. Déjà là c'était pas normal. Et oui mais en même temps je l'ai un peu cherché, mais en même temps j'étais topless donc c'était ok de me toucher. Ben non. Donc il y a un gros travail de refaire l'histoire. Ce qui est horrible c'est quand on dit oui mais j'ai prévenu mon agence et mon agence a rien fait. Ah oui, donc là c'est là où on voit qu'il y a un gros travail à faire aussi auprès des agences qui ferment les yeux et qui veulent pas voir les choses quoi. Non mais pire que ça, c'est qu'elles ont les choses en face des yeux. Et je sais qu'il y a des agents qui sont hyper consciencieux et d'autres qui, bon mais ça va, c'est pas grave, on va en faire une affaire. Ou elle est chieuse. Ou... Il t'arrive de rencontrer aussi des hommes qui évoluent dans le secteur du mannequinat? Alors ça, c'est super intéressant parce que ce soit des hommes mannequins ou des hommes qui ont un rapport au corps compliqué en dehors du mannequinat, j'en reçois, c'est qu'ils ont beaucoup plus de tabous que les femmes. Comme si les femmes s'étaient autorisées une certaine vulnérabilité par rapport aux questions du corps et des TCA, alors que les hommes, c'est absolument tabou, vu comme une faiblesse, et donc on n'en parle pas. Les hommes mannequins, généralement, ils m'en parlent à demi-mot sur les réseaux, justement, en message privé en me disant « merci pour ce que tu fais, je me reconnais dans certains discours », mais ça s'arrête là. Et c'est déjà énorme. Merci beaucoup Mégane pour tous tes éclairages et tes conseils. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous regardent et qui auraient besoin d'un accompagnement, on va mettre tes coordonnées sur l'écran. N'hésitez pas à contacter Mégane. D'ailleurs, tu nous parlais tout à l'heure de l'association Sims et de Hélène que tu connais depuis plusieurs années. Eh ben, on va justement aller à sa rencontre. Salut Hélène. Salut. Alors Hélène, tu es mannequin, tu es aussi assistante sociale et tu as créé l'association Sims. C'est parti de quel constat ? Alors Sims, tout d'abord, c'est un service d'écoute et d'accompagnement pour les mannequins. Le constat, il a été assez direct. En fait, j'ai commencé le mannequinat à 17 ans. Je suis rentrée dans ce monde que peu de personnes connaissent. Et j'ai eu plein de questions qui sont venues à moi sur quel est mon statut. Je suis salariée, je ne suis pas intermittent du spectacle, mais est-ce que j'ai le droit au même droit que les salariés ? Tout ça, personne ne pouvait répondre à mes questions, donc il a fallu que j'aille chercher moi-même ces informations. Et l'idée de l'asso aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre ces informations et permettre un meilleur bien-être au travail pour tous les mannequins qui exercent en France. Donc aujourd'hui, des femmes, mais aussi des hommes te contactent via le compte Instagram de Sims. Quels sont leurs profils ? Alors j'ai un profil assez varié, ça peut être des mannequins qui commencent tout juste dans le milieu, les 2-3 premières années où il y a besoin d'une certaine stabilité financière et donc la possibilité de déclencher des aides auprès de France Travail, auprès de la CAF, etc. Mais aussi des mannequins avec plus d'années d'expérience qui vont avoir un projet par exemple enfant. Qu'est-ce qui va, comment ça va se passer, quels sont leurs droits, qu'est-ce qui va limiter leur précarité et aussi comment pouvoir allier ce côté perso et pro. Et donc c'est là où en fait Sims a une force importante parce que l'idée c'est d'avoir rassemblé plusieurs mannequins avec des doubles casquettes qui va pouvoir répondre aux questions que les mannequins rencontrent au quotidien. Est-ce que tu as un exemple à nous donner d'un accompagnement type dans l'association Sims ? Alors les mannequins peuvent me contacter soit par email, soit via Instagram. Et l'idée c'est que je prends 45 minutes pour comprendre la situation du mannequin et de pouvoir faire de l'orientation et optimiser par rapport aux besoins. On va parler autant de sa situation de santé, de sa situation de travail, de sa situation de logement personnel. Et l'idée c'est de pouvoir voir sur quoi on peut aller jouer et aller chercher un peu plus de confort et de bien-être pour stabiliser sa vie professionnelle. Et des fois possible que je constate des besoins sur lesquels moi en tant qu'assistante sociale je ne suis pas en capacité de répondre. Et donc là je vais faire appel soit à Mégane par exemple sur le plan psychologique, mais aussi à différentes mannequins, naturopathes, juristes, etc. Qui pourront elles-mêmes s'investir et répondre aux questions spécifiques de cette mannequin. Donc toi, tu ne vas pas intervenir non plus directement, notamment auprès des agences ou d'autres structures, sauf dans des cas bien spécifiques ? Il y a certaines agences un peu plus engagées et très soucieuses du bien-être de leurs mannequins qui peuvent venir vers moi et l'association pour alerter sur une précarité sociale un peu plus forte.
L'idée, c'est que la mannequin soit aussi preneuse de ce suivi. Donc, on va laisser quand même la mannequin, une fois qu'elle est informée de l'existence de l'association, de venir nous voir. On peut avoir du lien comme ça. Pour te contacter, 2 solutions. Il y a l'Instagram, donc c'est @sims-france, c'est ça? Exactement. Sims comme la couture. Comme la couture, donc comme là c'est le lien aussi. Dans Ouais. la mode aussi. Et l'adresse mail qui va s'afficher en bas de l'écran pour celles et ceux qui souhaiteraient te contacter. Super. Merci beaucoup Hélène. Avec plaisir. Mode éclairé épisode 2, c'est terminé. J'espère que vous en savez un peu plus sur la santé mentale des mannequins et leur accompagnement au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Qui aurait besoin... Le bruit des travaux là, c'est... Bon, de toute façon, tu sais pas puisque t'as pas le... C'est terrible. Pardon.